Donc la deuxième partie avec Stéphane Bazoche. Salut Stéphane, associé Deloitte en charge de la practice santé. Tu voulais faire un focus autour de la R&D, toujours dans ce cadre de l'accès aux médicaments. Oui, je voulais parler de R&D parce que je pense que c'est un élément fondamental de cette notion d'accès aux médicaments. Et la R&D, alors d'abord peut-être quelques mots sur comment ça se passe, la R&D du médicament, parce que c'est pas quelque chose de complètement évident. La R&D, c'est recherche et développement. Et effectivement, dans la R&D du médicament, il y a la partie recherche. Donc la recherche, c'est l'identification des cibles, des mécanismes d'action, des composants, des molécules qui vont pouvoir avoir un impact sur la maladie. Et puis, il y a le développement, qui est le développement clinique, pendant lequel on teste le produit sur l'homme. Ouais. Tout ça, c'est un processus qui prend des années, 10 ans, 15 ans, qui coûte beaucoup d'argent et qui est extrêmement normé. Quelle que soit la molécule, d'une certaine manière, c'est 10 ans, 15 ans de développement. Tu ne peux pas accélérer les choses aujourd'hui. Je vais le dire très franchement, Stéphane, c'est un truc que j'apprends. Et à l'heure de l'accélération généralisée de tous les processus que l'on connaît, ça me paraît dingue. Ouais, l'industrie y travaille. L'industrie y travaille pour justement essayer de compresser ce timing et faire en sorte que l'innovation arrive plus vite aux patients. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais un développement clinique, tu dois passer à travers un certain nombre d'étapes. Ouais, tout à fait. Des études cliniques chez l'homme, études de phase 1, études de phase 2, études de phase 3, d'accord, qui sont des études où tu testes la sécurité du médicament, donc c'est important. Puis par la suite, tu testes l'efficacité chez de plus en plus de patients, au début quelques dizaines, et en études de phase 3, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients. Et en étude de phase 3, tu vas effectivement tester l'efficacité du produit, sa sécurité, les effets secondaires et être capable de comparer avec les traitements existants. Donc tu dois passer à travers ce processus. Quels sont les choix décisifs qu'il faut faire dans ce processus pour justement servir ce propos d'accès aux médicaments vers les pays en voie de développement? Effectivement, c'est le point clé. Parce que quand tu progresses dans ce développement clinique, tu fais des choix. Ouais. Tu fais des choix qui vont avoir un impact absolument structurant sur le succès de ton développement clinique, mais aussi sur le potentiel commercial du médicament et sur ton impact sociétal, évidemment. Et donc l'accès du produit pour les populations des pays en voie de développement et sa pertinence pour ces populations. Et typiquement, tu fais des choix comme le choix de la maladie que tu vas traiter, comme le choix du mode d'administration du médicament, donc oral, injection, inhalateur, ça, tu dois y penser au départ. Tu commences à y penser. En tout cas, très tôt. Jessica nous disait il faut y penser très tôt, en fait, oui, tu y penses, au mode d'administration du médicament. Tu y penses très tôt. Et puis, il y a d'autres choix. Tu en as évoqué tout à l'heure. Il y a le choix des populations que tu inclus dans tes études cliniques. Ça peut être effectivement des groupes ethniques ou des classes d'âge, par exemple. Ouais. Et puis, il y a le choix aussi de là où tu fais tes études cliniques. Dans quel pays? Et est-ce que tu fais des études cliniques dans des centres qui sont des centres avec des gros moyens, beaucoup de ressources, beaucoup d'équipements, ou des centres qui ont peut-être moins d'équipements, moins de ressources, mais qui reflètent un petit peu mieux ce qui va se passer en vie réelle, et notamment dans les pays en voie de développement. C'est ça. Donc tu dois, d'une certaine manière, faire des efforts dès la phase de recherche-développement pour arriver au but que tu t'es fixé, c'est-à-dire amener ces médicaments au plus grand monde. Tu fais des efforts et tu fais des choix. Et ces choix, tu dois les faire en connaissance de cause. Donne-moi, il y a un exemple que je trouve frappant sur l'oncologie, donc sur la lutte contre le cancer. Oui, alors effectivement, tu as la question du choix de la maladie que tu adresses. D'accord ? Et le choix de la maladie, il peut se faire à plusieurs niveaux. Il peut se faire très en amont au niveau de la recherche. Ça peut être un choix très clair sur je veux investir, dépenser de l'argent pour adresser des maladies qui sont des maladies spécifiques pour les pays en voie de développement. Donc on a parlé ce que fait Sanofi par exemple avec un certain nombre de ces vaccins là où très clairement on sait à qui ça s'adresse. Oui, voilà. Vanina évoquait la maladie du sommeil par exemple. Ça peut être aussi la malaria, ça peut être la tuberculose, ça peut être la dengue. Donc il peut y avoir des choix très clairs sur je veux adresser ces maladies qui sont très souvent des maladies infectieuses spécifiques aux pays en voie de développement. Donc ça se fait très tôt. Ça se fait vraiment au niveau de la stratégie de R&D. Après, de plus en plus, il y a des aires thérapeutiques. L'oncologie en fait partie, le cancer en fait partie, où tu peux adresser plusieurs types de maladies possibles avec une seule classe de médicaments. D'accord ? Typiquement,
En immunologie, c'est intéressant, et je vais arriver à ta question sur l'oncologie, mais en immunologie, tu as de plus en plus des produits qui peuvent être efficaces sur plusieurs, 5, 10, voire 15 maladies différentes. Donc là, à un moment, il faut choisir, il faut prioriser, il faut séquencer. Okay ? En oncologie, c'est un petit peu pareil. Tu peux avoir des mécanismes d'action qui peuvent être utiles sur plusieurs types de cancers. Et là se pose la même question. Sur quel type de cancer est-ce que je vais intervenir ? Absolument. Développer mon produit et dépenser beaucoup d'argent parce qu'effectivement, ça coûte très cher. Et donc, ce que tu me disais, c'est si tu veux élargir l'accès de ton médicament, il faut que tu ailles sur des cancers qui sont massivement présents dans ces pays en voie de développement et peut-être moins sur des cancers de pays riches qui sont un petit peu plus rares. Alors, il y a des cancers qui sont tout à fait... qui ont une très très forte incidence à la fois dans les pays riches et les pays en voie de développement. Mais c'est vrai qu'il y a des cancers qu'on va retrouver spécifiquement, en tout cas tout en haut de la liste, dans certains pays en voie de développement. Le cancer du col de l'utérus, par exemple, ou le cancer de l'estomac, le cancer du foie, dans certains pays, sont numéro 1 en termes de décès liés à des cancers. Alors que ce n'est pas le cas dans des pays développés, des pays riches comme les US ou l'Europe. Et c'est là qu'il faut faire des choix structurels importants qui portent ensuite sur plusieurs années, comme tu nous l'as dit, la stratégie du laboratoire. Il faut faire des choix et surtout, il faut que ce soit des choix éclairés par une compréhension des besoins qui ne soient pas uniquement centrés sur les patients des pays riches, mais aussi une compréhension des besoins des patients dans ces pays en voie de développement. Merci Stéphane, et merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de SmartCare en partenariat avec Deloitte, et on se retrouve très bientôt.